Adulé par certains, détesté par d'autres, Féliu n'échappe pas à la règle qui semble accompagner la médiatisation. Il se définit lui-même comme opportuniste et le terme, trop connoté pour être assumé par la majorité, est selon lui plus une qualité qu'un défaut. Opportuniste ne veut pas dire profiteur. Pour lui, saisir les opportunités et les provoquer ne se fait pas aux dépens des autres et n'exclut pas le travail. Ce youtubeur hypersensible, qui ne cache aucune de ses émotions, a organisé toute sa vie autour de sa passion pour la chasse. Plus que de la vivre dans son coin, c'est avec un troisième œil constamment vissé sur le front qu'il filme toutes ses scènes de chasse, qu'il partage ensuite avec ses abonnés. Son compte Instagram en compte presque 56 000 et sa chaîne YouTube 135 000 sur laquelle il totalise plus de 31 millions de vues. Aujourd'hui incontournable dans le paysage cinégétique, nous lui avons rendu visite dans les Vosges pour un entretien exclusif où nous reviendrons sur son enfance, son parcours professionnel, sa famille, son métier. Un beau métier, mais c'est un métier. Si je dis t'es juste un youtubeur, Ah, c'est... Bah oui, c'est juste... t'es qui toi? C'est Philippe ou Féliu? Ouais, donc mon prénom c'est Philippe, mais évidemment, ça fait bien longtemps que dans le monde de la chasse, on m'appelle plus Féliu que Philippe. Je viens du Midi. Mon père était un haut gradé de la police, donc du coup on a pas mal bougé un petit peu partout, mais on a nos sources, nos origines donc dans le sud, entre l'Aude et l'Hérault, quoi, on va dire. Et ma mère est toujours là-bas, mon père était biterrois, donc de Béziers, qui est décédé il y a 2 ans maintenant, pas tout à fait. Et voilà, j'ai 2 frangins, donc on était trois mecs. Ce qui est marrant, hein, c'est qu'il a donné à peu près la même éducation, je pense, à nous 3, et j'ai un frangin qui est pas anti-chasse, mais pas loin. Un autre qui trouve ça fun, mais ça lui viendrait pas l'idée de passer le permis, quoi. Ça le dérange pas, mais c'est pas son dada. Et puis moi qui ai organisé toute ma vie autour de ça, mes études, voilà, ma vie de tous les jours, ça n'est que chasse. La chasse transmise par ton père. Ouais. Mes deux grands-pères étaient chasseurs aussi. Ma mère a le permis de chasse, mais chasse très peu, pas. Mais elle l'accompagnait un petit peu à la fin, elle aimait bien venir avec nous dans les vignes. Et puis voilà, je suis le seul de la fratrie du coup à chasser. Et puis maintenant, j'ai mon un petit Jules. J'espère qu'un de ces jours aussi, il prendra le flambeau, fera tout pour. Tu vas le pousser à fond ou tu vas le laisser grandir? Ah non, il faut. Enfin, alors, sur le papier, j'entends toutes les remarques et tous les conseils qui disent il faut surtout pas le forcer, c'est le seul. Et puis moi j'ai peur de ça. J'ai peur moi de le dégoûter tellement que je suis trop quoi, Monsieur Plus. Et en plus je suis assez exigeant à la chasse. Je suis exigeant dans la vie de tous les jours, donc je suis très exigeant à la chasse sur le bruit. Alors, il faudra que je m'arme de pédagogie pour surtout pas ni forcer. Tu sais, quand tu vas à la chasse et que le petit dit j'ai froid, je dis ouais mais on vient d'arriver, non, il faudra rentrer. Donc il faudra que je lutte aussi contre moi et mes instincts pour favoriser les siens, quoi. C'est clair que ça va être un peu de taf, mais j'ai hâte en tout cas déjà. Et surtout, bon, c'est sûr, hein, je ne vais pas le déshériter s'il chasse pas, mais je veux dire, j'espère, quoi. Je croise les doigts pour que... C'est sûr que le côté transgénérationnel est super important et j'aimerais beaucoup partager ça avec lui. Ouais. La relation avec ton papa, du coup, était particulière? Est-ce que c'était un lien particulier du fait de la chasse ou... Ouais, parce que mes 2 frères avaient moins de relation avec mon père qui était assez taiseux, quoi. Il parlait pas beaucoup, mon père, il parlait même quasiment jamais. Et avec la chasse, il aimait bien, ouais. On se retrouvait un petit peu, parce qu'on a eu... Enfin voilà, il était très strict, très dur avec moi, avec tout le monde, avec les 3 frangins. Et c'est vrai que nous, on a trouvé cette petite piste de collaboration. On se retrouvait toujours à ce moment-là. On a eu des moments difficiles aussi. Mon père, je me suis laissé pousser les cheveux à un moment, il m'a pas parlé pendant 1 an. Il m'a pas dressé la parole pendant 1 an parce que j'avais les cheveux longs. C'était militaire. Il fallait que ce soit la coupe au carré. Donc voilà, c'est pas des bêtises. Donc c'était rude. Et puis c'est vrai que c'était notre créneau à nous, quoi. On inversait, en fait. Au final, mon père m'a toujours beaucoup enguirlandé. Très, 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 très strict, vraiment. Et à la chasse, c'est moi qui l'engueulais tout le temps. Dépêche-toi, mets-toi comme ci, mets-toi comme ça, accélère. Traîne pas. Et puis, mais voilà, il y a toujours évidemment le côté... Et c'était accepté? Ouais, c'était accepté. Bon, après, il l'a vu aussi. Hein, c'est ça qui est beau, comme je te disais tout à l'heure, c'est le côté transgénérationnel. Il m'a appris tellement de choses, parce que c'est ça aussi, il apprenait pas grand-chose, mon père. À part, moi, il m'a appris à faire un nœud, à nettoyer mon fusil, je dis tout le temps ça. Et après, voilà, il était très, très discret, il parlait pas.
Et il connaissait plein de choses, mais il les transmettait pas beaucoup. Et puis pour la chasse, moi en fait, quand j'étais petit, ouais, j'enregistrais les tréchasses, les histoires naturelles, avec le showview. Ça parlera à personne, surtout les jeunes générations, mais je mettais le showview, c'était la révolution, je rentrais le code, ça m'enregistrait les. Et puis le lendemain, bah voilà, on se regardait toutes les chasses possibles et inimaginables, et j'étais hyper fier de reconnaître voilà, un perdreau d'un faisan, et des choses comme ça au début. Puis voilà. Et au bout d'un moment, bah, voilà, mes connaissances commençaient à flirter avec les siennes. Et voilà, donc de temps en temps, c'était des débats un peu plus enrichissants, plus sympas. Et au niveau technique aussi, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours été très, très exigeant sur le tir, parce que lui était très, très bon au tir et très rapide. Et du coup, dans les vignes, voilà, quand on a ce que j'explique tout le temps, les mecs ils me demandent souvent comment t'as fait pour t'entraîner ou pour tirer bien. Je sais pas si je tire bien, mais je veux dire, en tout cas, c'est vrai qu'on avait très peu d'occasions sur une journée dans les vignes où on faisait plus de 20 km à chaque fois. Tu avais des fois une, voire deux occasions de faire un perdreau. Donc si tu le loupais, pendant toute l'année après, la saison d'après, tu revoyais la scène. Et je dis, est-ce que j'ai mis au-dessus, est-ce que j'ai mis au-dessous? Mais c'est pas des bêtises, vraiment. Après, bien sûr, maintenant, j'ai eu fait des chasses où tu te focalises moins sur un tir. Mais à cette époque-là, du coup, j'essayais vraiment de comprendre. Vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, tu vois, je parle souvent, je m'écarte un peu, mais la shotcam, tu vois, c'est un outil tellement, tellement génial pour ça. Ça et les simulateurs de tir, c'est des choses qui m'auraient fait gagner tellement de relaxation, entre guillemets, le fait de pouvoir s'entraîner. On avait bien sûr un petit peu le ball trap, mais c'est déjà un peu plus complexe quand t'as pas le permis, etc. Mais j'aurais eu des outils comme ça, j'aurais progressé vachement plus vite. Mais voilà, donc c'était aussi, et puis voilà, essayer de compétiter un petit peu avec le père qui loupait jamais rien. Je vois, je voyais le fusil se lever, en général, c'était mort. C'était un peu moins chaud à la carabine, mais au fusil, il était très très bon. Et du coup, voilà, et à la fin, ça commençait à se chambrer. C'était celui qui arrivait à faire l'oiseau avant l'autre. Et malheureusement, c'est comme ça fait partie de la vie. Mais sur les dernières années, je faisais tout pour le pousser, pour le mettre en situation. Il traînait la patte, il a fait quand même AVC, infarctus. Il était vraiment fatigué, mais il voulait toujours chasser. Et ma mère, ça la faisait stresser. Mais je disais, écoute, mon père, il n'y a que ça. Si jamais il doit arriver quelque chose et que ça arrivera là, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais je veux dire, à la fin, c'était moi qui. C'est lui ce qu'il a fait, ça s'est un peu inversé, et j'essayais moi de le mettre en situation pour qu'il tue son perdreau chaque année et son lièvre. Là. C'était beau. Il me reste encore d'ailleurs des films à tourner, j'ai un peu de mal encore pour le moment, mais ça viendra. Ça viendra et il faudra que je les ressorte parce que c'était des moments extraordinaires, ça. Et je pleure encore beaucoup, mine de rien, mais tu vois. Je revois ça aussi, tu sais, un truc qui m'avait vachement blessé, c'est d'anciens collègues ou connaissances ou des mecs que je connais pas dans le sud, tu sais, dans le sud. On a ce côté, j'étais bagarreur, j'ai fait beaucoup de rugby, de foot américain, etc. Il fallait jamais pleurer, c'était en t'encaisse, etc. Et moi j'ai toujours eu ce côté sensible. Et dans le sud, on s'en cache, quoi. Le côté sensible, c'est, voilà, je vais pas dire de quoi on m'aurait traité, c'est comme ça. C'est plus d'actualité d'ailleurs. Mais Ça a été? de quoi? Non, non. Non, mais c'est plus d'actualité de ce genre. On peut plus trop le faire, mais on peut plus trop le dire. C'est, toi, l'exemple typique, c'était mon premier cerf où je me suis effondré quand j'ai tiré mon premier cerf et j'ai été critiqué comme ça dans le sud en disant regarde, regarde, je viens de faire une biche, je fais mon feliou. Et il simulait des pleurs et des trucs comme ça. On m'avait envoyé des vidéos comme ça m'avait blessé. Et sur le coup, je me suis dit mais en fait, si les mecs ils ressentent plus rien quand ils tirent sur une bestiole aussi majestueuse. Je dis en fait c'est moi qui suis du bon côté quoi. Je dis si tu vis plus rien, enfin si tu ressens plus rien, si t'as pas cette émotion, où tu perds le contrôle de après évidemment, mais et que t'as les jambes qui flageolent etc. Bah c'est que ça mérite encore de pouvoir continuer à enlever la vie à des êtres aussi majestueux si tu ressens rien. Et tu sais ça avait même interloqué des antichasses. Le mec il disait mais il pleure, t'avais qu'à pas tirer. Tu n'aurais pas besoin de pleurer. Mais voilà, ça quand même, tu vois, montrer qu'il se passe quelque chose. Je suis arrivé avec ma première offre d'emploi réelle, on va dire, qui était d'être directeur de Fédé dans les Vosges, qui était une des rares régions, dans une grande région, j'entends, je n'avais pas fait que voyager, mais c'est une région que je connaissais pas trop, l'Est de la France. Et pour une opportunité comme ça, j'ai pas hésité une seule seconde. Enfin, je suis venu déjà faire les entretiens 2 fois, et ça s'est bien passé. Ils m'ont fait confiance à 25 ans. Ouais, fraîchement ingénieur. J'avais déjà travaillé en Fédé, mais plus en tant que stagiaire, sur des trucs très intéressants dans le sud. Et ils m'ont donné ma chance, voilà, à la Fédé des Vosges, et j'y suis resté pas tout à fait 15 ans, 14 ans et quelques. D'un président à un autre, ça peut changer, surtout pour un directeur. Quoi. Qu'il est, encore une fois, à l'intermédiaire entre le pool de salariés et le pool d'élus. Le directeur, c'est infusible. C'est...
Ça peut être aussi le président, ça dépend comment tu joues les rôles, mais c'est sûr que t'es entre le marteau et l'enclume en permanence, entre les salariés entre eux, entre les salariés élus, entre les élus entre eux, entre enfin, voilà, les chasseurs et le conseil d'administration. Oui, c'est souvent quand il y a un problème, c'est ta faute, et souvent quand il y a quelque chose de bien, c'est pas grâce à toi. Ça, c'est sûr. Bon, t'es parti de la Fédé. Aujourd'hui, tu fais quoi? Je suis, on peut dire, Feliu à plein temps. J'aime pas le terme bon, youtubeur, ça va. Influenceur, j'aime pas trop. Voilà. Moi, je me considère comme un créateur de contenu. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, évidemment, il y a le côté sympa, puisque le contenu, tu le crées en étant à la chasse. Mais clairement, pour une journée de chasse, il y a 3 ou 4 jours de boulot derrière. Si jamais tu veux en créer justement quelque chose, créer du contenu et satisfaire l'audimat, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est tous plus ou moins influenceurs. On peut être influenceur dans sa famille, dans son village, dans ce qu'on veut. C'est juste l'audimat qu'on a, quoi. Le business model? Le business model, c'est de ne pas se reposer sur un seul modèle. C'est-à-dire, c'est un peu compliqué parce que il est en formation continue aussi, mon business model, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau. Ça n'existait pas vraiment. Moi, j'ai commencé, en fait, être influenceur avant qu'on parle de ce terme-là. J'avais trouvé ça logique au tout début de mes vidéos, quand je commençais à voir pareil, de l'audimat, d'essayer de dire, avec quelqu'un qui fabriquait, enfin voilà, qui revendait des caméras, de dire est-ce qu'on pourrait pas travailler en échange, voilà, un peu de matériel, et puis que je prends régulièrement chez toi. Enfin voilà, c'est comme ça que c'est né. Et le terme d'influence n'existait pas encore, parce que moi, ça fait autour de 15 ans aussi que je fais ça. Et ça a évolué, voilà, le business plan, donc il marche sur plusieurs choses. Il y a un peu de revenus YouTube quand YouTube est sympa, et il est de moins en moins sympa. C'est-à-dire que de plus en plus, il démonétise, donc en fait, il y a un peu de pub qui se mettent sur les vidéos, hein, au moment où on les poste, et en fonction du nombre de vues, du temps que les gens passent devant, ça peut rapporter un peu, mais en fait, ce que je te disais, c'est que vraiment, il faut avoir plusieurs cordes à son arc dans ce type de métier, parce qu'on ne peut pas vivre que, à mon avis, des sponsors ou que du financement YouTube. Encore une fois, la monétisation YouTube, ça peut être très intéressant quand on a plusieurs millions d'abonnés et que chaque vidéo qu'on fait dépasse le million de vues. Là, oui, ça peut être intéressant. Moi, maintenant, de plus en plus, on m'oblige à cocher des cases violence. Sinon, YouTube dit que t'as mal catégorisé ta vidéo, que tu dois auto-évaluer. Donc il faut mettre voilà, les armes et utiliser dans un espace sécurisé, etc. Les armes et potentiellement la violence, c'est ce qu'ils m'ont demandé, si j'ai bien compris, les dernières fois. Et si jamais tu coches pas la case, et si jamais ils trouvent que c'est une violence trop exacerbée, ils te démonétisent, quoi. Le message que j'ai eu la dernière fois, c'est que dans la chasse, il ne faut pas que la mise à mort soit explicite. Démerde-toi avec ça. L'explicité de la mise à mort quand tu fais des vidéos de chasse, donc je sais pas, il faut peut-être tirer puis tourner la tête à un moment, et puis après tu mets une petite musique, et puis il est déjà dans le four, quoi. Mais c'est un peu à l'image de la société actuelle, et c'est dommage que YouTube sombre un petit peu là-dedans. Ça devient compliqué, avec TikTok par exemple, qui lui interdit littéralement tout ce qui est armes, moins c'est clair. Instagram, qui systématiquement maintenant de plus en plus shadowban, donc il te rend plus visible vis-à-vis de l'extérieur, donc il propose plus ton contenu à d'autres, donc tu peux pas grandir ta communauté. Tu peux toujours communiquer avec ta communauté, mais on peut plus te trouver. Dès qu'il trouve qu'il y a une arme à feu trop... il considère que c'est la promotion des armes et de la violence aussi. Et YouTube était la seule plateforme où jusque-là c'était tranquille sur cet aspect-là, et ils sont en train de sévir, donc c'est vrai que c'est un peu inquiétant, juste au moment où moi je fais la bascule, entre guillemets, tu te dis, bon, bah voilà, moi je me disais, je faisais pour en parler, il n'y a rien qui me gêne, mais tu vois, je fais entre, les premières années, c'était 40 € par mois, ça monte des fois à 80, 100. Si tu fais une vidéo dans le mois, 100, 150 €, je me dis, purée, si j'en fais 4, ça ne fera pas un salaire, mais ça commencera à faire quelque chose d'à peu près significatif. Mais voilà, de plus en plus, c'est démonétisé, donc c'est compliqué. Donc, tu as la monétisation, tu peux avoir des sponsors. Donc, ce que je dis toujours aux gens, parce que les gens parlent toujours, ouais, sponsorisé, je suis un peu, et pas depuis longtemps. C'est-à-dire que la plupart des marques, on fonctionne avec des échanges, enfin voilà, les gens te donnent des produits que tu mets en avant. De toute façon, il faut bien que tu sois habillé quand tu vas à la chasse, il faut bien que tu aies un fusil, il faut bien que tu aies une carabine, donc ils se voient, quoi. Moi, je déteste les placements de produits obvious, là, trop ostensibles, etc. Donc voilà, de toute façon, moi j'ai la chance de travailler avec des marques que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, pendant des années, on a travaillé sous forme de partenariat, quoi. Il m'évitait de dépenser trop d'argent dans ma passion,
et en échange, je leur donnais de la visibilité. Donc voilà, mais ça paye pas ni un comptable, ni ça fait pas un salaire à la fin du mois. Donc de plus en plus, j'essaie de transformer mes partenariats en sponsors, hein, c'est-à-dire ou d'avoir une activité rémunérée ou des vidéos rémunérées, des choses comme ça. Donc voilà, il y a ça qui fait une partie des revenus potentiels. Je développe de plus en plus aussi parce que ça fait partie vu que c'est compliqué de vivre de ça, il faut aussi jouer sur la carte que j'espérais plus réactive, c'est-à-dire de la solidarité du monde de la chasse, en fait, puisque tu as le financement participatif, ça existe dans plein de domaines, dans l'art. Je suis très connecté à la musique, j'adore ça. Et il y a plein d'artistes qui ont été... si t'es pas dans la maison de disques de papa, des trucs comme ça, pour t'en sortir, mais voilà, le financement participatif, c'est quelque chose qui est génial. Et je me disais, quand tu as des centaines et des centaines de gens qui disent qu'ils adorent les vidéos, qui se sont mis à la chasse grâce à ça, etc., et qui disent pourquoi tu fais pas plus de vidéos, parce que j'ai du boulot et que ça me rapporte rien de faire des vidéos de chasse. Et donc je me disais aussi, c'est pareil, j'en ai tellement que je me disais, si je demande à la communauté de donner entre 2 et 5 euros par mois pour que ça continue et pour que je puisse en faire, au lieu d'une tous les 2 mois, d'en faire 4 par mois, je pensais que ça marcherait bien. Donc voilà, ça augmente gentiment, mais c'est pas non plus... tu peux pas miser que sur ça, quoi. Mais voilà, tout mis bout à bout. Et puis après, aussi Emotivee, qui était donc cette énorme plateforme, la plus grosse plateforme de vidéos de chasse et de pêche au monde, qui m'a acheté pendant quelques saisons du contenu. On n'a pas arrêté de travailler, mais c'est juste que je suis en retard. Et puis il faut que je dose aussi pour entretenir la communauté avec les vidéos que je faisais habituellement. Puis Emotivee, parce que là, Emotivee, c'est un niveau au-dessus, forcément, parce que c'est une plateforme payante. Donc du coup, j'étais obligé aussi d'upgrader un peu la qualité, ce qui m'a permis d'investir dans du matos de caméra et des choses comme ça, un peu plus chiadé, un peu plus quali. Mais c'est aussi énormément de boulot parce que tu dis, tu peux pas, c'est pas du gratuit, donc tu es obligé de te saigner et de travailler comme un ouf pour que ce soit vraiment au-dessus du lot, pour que ça leur plaise, etc. Donc voilà, c'est les différentes sources de revenus potentiels pour en faire une activité principale. Mais le problème par rapport à d'autres secteurs d'influence, c'est le monde est fini, quoi. Le monde est fini, c'est triste, je veux dire en nombre. La chasse, on est 1 million de chasseurs, en termes de cible, c'est assez restreint. Si tu veux compter que sur les financements participatifs et la rémunération YouTube, il faut faire dans l'histoire, dans l'humour, dans le fitness, là où il y a un potentiel qui est gigantesque. Malheureusement, des vidéos de chasse, ça peut intéresser un petit peu le grand public. Il y a des gens qui viennent chaque année, mais je veux dire, ça intéressera surtout les chasseurs. Et la communauté chasse France, en tout cas, est trop restreinte pour imaginer vivre à 100% de ça, quoi. Il y a souvent des gens que ça surprend, les métiers. Les gens disent c'est une passion, la chasse, du coup, ça peut pas être un métier. Ils se rendent pas compte que tous les jours, ils croisent des tonnes de passionnés pour qui c'est leur métier aussi. Et tant mieux, heureusement qu'on peut faire de son métier la passion. Moi, c'est déjà ce que je faisais en fédé. C'est par passion que je suis venu dans l'Est et que j'ai quitté famille, patrie... dans le sud et le climat du sud de la France que je regrette de temps en temps, et pour vivre de la chasse, et c'était déjà mon métier avant de vivre de la chasse, et j'étais déjà payé par les chasseurs entre guillemets, donc il n'y a rien qui gêne. Ou le chasseur français, vous êtes payé par les abonnements, vous êtes aussi créateur de contenu. C'est ce mode, ce système fonctionne depuis longtemps, et tant mieux. C'est ce qui permet aux gens aussi de vivre de cette passion qui est hyper complète. Il y a des armuriers, il y a des vétérinaires qui sont très spécialisés aussi dans la chasse, il y a des guides de chasse, il y a des gens qui font des vidéos, il y a des gens même qui sont juste présentateurs sur des plateaux de télé de chasse. Il y a plein de métiers qui sont liés à la chasse, et c'est tant mieux. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça surprend encore qu'on puisse essayer de vivre de ça. Alors je sais pas, peut-être que le fait de ne pas être dans un grand groupe que les gens connaissent pour ça peut surprendre. Donc j'essaie de... Voilà, maintenant je pense que les gens commencent à s'y habituer, et c'est mon métier, c'est un beau métier, mais c'est un métier. Je fais une très grosse différence, et pourtant les gens ils pourraient me dire, c'est pareil sur Instagram, oui, c'est des créateurs de contenu aussi. Alors moi je sépare vraiment beaucoup en termes d'intensité de travail. C'est pas du tout pour critiquer, hein, c'est pas chacun fait bien ce qu'il veut, mais moi par exemple Instagram, je sais le temps que ça me prend par rapport à YouTube, c'est epsilon. On fait une photo, on travaille un peu les filtres, on retouche un petit peu. J'aime bien aussi travailler mes photos. Et puis on poste, c'est dans l'immédiat, ça va vite, et c'est très sympa, hein, c'est super utile. J'aime bien, mais par contre, la vidéo, le travail vidéo, c'est pas toi que je vais l'apprendre, c'est
pas 10 fois, c'est au moins 50 ou 100 fois plus d'énergie, plus de temps, plus de... Enfin, les connaissannes, non, parce que je prétends pas les avoir en photo, c'est un métier aussi à part, mais voilà, je veux dire, Instagram et YouTube, c'est pas vraiment pas le même métier. Donc, déjà, moi, je sépare toujours, quand on parle d'influenceur, sourire, prendre une photo ou se prendre avec une arme, etc. Encore une fois, c'est pas une critique, mais c'est beaucoup plus facile que de montrer que l'arme elle marche, que on est derrière, on sait être derrière et devant aussi, quoi. Enfin voilà, c'est quand même autre chose. Et puis on arrive à faire, enfin voilà, les émotions. C'est d'autres matériels, c'est d'autres budgets de voyage, d'investissement. C'est quand même quelque chose de complètement différent. Donc, YouTuber, c'est vrai que c'est souvent lié du coup à ça, à la vidéo. Donc, je préfère à la limite qu'on dise que je suis YouTuber qu'Instagrammeur. Mais ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de termes qui sont vraiment glorifiants en fait sur le. J'ai été aussi voilà, directeur de FED, j'étais ingénieur, enfin voilà, ils m'ont dit. Enfin, Mais on dit jamais juste, t'es juste ingénieur. Ouais. Mais c'est vrai qu'on dit, on l'entend, ouais, c'est juste un YouTuber ou ce que j'aime bien aussi, c'est les mecs qui disent que c'est un homme sandwich, c'est tellement qu'il y a des marques qui me. Bref, faut jouer avec. De toute façon, la communauté chasse, c'est vrai qu'elle est géniale, elle peut être hyper encourageante, hyper entraînante, hyper passionnée, hyper fédératrice. Et puis d'un autre côté, il y a toujours aussi, quand même, ça tourne beaucoup autour de la jalousie, mais il y en a toujours beaucoup avec qui ce sera compliqué et mais quand même tu fais du mieux que tu peux et tu arrives à faire des belles images, on t'inventera des trucs que tu les as fait dans des parcs. Enfin, on trouvera toujours un truc, que c'est parce que j'ai une carabine qui vaut X milliers d'euros que je tue mes sangliers à chaque fois. Enfin, tu vois bien, c'est des trucs qu'on entend quand même assez régulièrement. Bon, voilà, ça concerne ceux qui postent ça, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est souvent un peu fâcheux pour ça, quoi. Des fois, des mecs se plaignent aussi. Ça fait combien de temps que tu sors pas de vidéo? Excuse-moi, je fais ce que je peux, mais les mecs ils payent pas. Tu leur as fait 300 vidéos depuis le début, et si jamais il y en a une qui sort pas en temps en heure, ils se plaignent comme si tu leur devais, quoi. Donc bon, c'est bien parce que tu dis c'est quand même des gens qui on les a pas rendus dépendants, mais ils aiment bien. Ça veut dire qu'ils sont dans l'attente du contenu, mais il faut souvent voilà essayer de positiver les choses parce que sinon le côté négatif qui existe quand même beaucoup lié à l'exposition, le côté négatif peut parfois un peu user, hein. Pas toujours facile. C'est quoi la suite? Je suis vraiment laissé 2 ans pour voir si c'est vraiment si c'est possible d'en vivre, quoi, et d'en vivre décemment. Puisque bon, maintenant enfin, voilà, j'ai une famille et un enfant à nourrir, une maison à payer, un peu comme tout le monde. Mais je veux dire, c'est un challenge, c'est un beau challenge. Je me donne du mal en me faisant du bien aussi, mais je veux dire, c'est un autre stress. C'est vrai, sûr qu'avant, voilà, quand tu es habitué à avoir un salaire, il y a un côté sympa et rassurant. Là, il faut aller chercher un peu plus les choses. Mais évidemment, ça me plaît beaucoup plus. Si jamais j'arrive à m'en sortir comme ça, ce sera très très bien. Mais c'est plus stressant, ouais, un petit peu. Qu'est-ce qu'on souhaite à Feliu, là? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter et que ça continue, que je sois toujours là à mettre tant que je mets des vidéos, c'est que ça va. Donc oui, que ça continue, que j'arrive. Enfin voilà, je pense que si les gens aiment bien ces vidéos-là, si j'ai cette communauté, je pense qu'ils ont aussi envie que ça continue que moi. Donc j'espère voilà, que ça va réussir à être vivable, économiquement viable, on va dire, pour que je puisse continuer comme ça, à me faire plaisir. Et en fait, c'est vrai que la chasse pour moi est devenue n'est plus qu'un plaisir assez égocentrique. On dit souvent que les youtubeurs le sont, les influenceurs, mais je veux dire, moi maintenant, aujourd'hui, si je fais une scène de chasse, c'est que je l'ai vécu que pour moi. Et c'est pas une critique, encore une fois, de ceux qui vivent la chasse que pour eux, c'est l'essentiel des chasseurs. Mais c'est vrai que quand t'as ta scène de chasse, tu l'as dans les yeux, dans la tête, dans le cœur, bien sûr, mais quand tu l'as aussi dans la caméra et que tu peux derrière la partager et qu'il y a plein de gens qui vont ressentir des émotions à travers ça, ça devient presque un devoir. Donc après, je veux dire, c'est une obligation et des fois, tu vois, si tu joues un peu sur la fibre affective et tu te dis, putain, je l'ai pas filmé et il faut pas que ça me gâche la scène de chasse parce qu'elle est pas dans la vidéo, mais des fois ça affecte parce que tu vois le potentiel de la scène qu'elle aurait pu être appréciée, partagée par plein de monde. Donc du coup, oui, ça
ça affecte. Mais du coup, maintenant, moi, je vois la chasse beaucoup plus dans le partage, quand tu vis les choses, et ça me fait toujours autant d'émotions. Mais en plus, quand tu les repartages et que ça fait d'émotions à plein de monde, c'est magnifique. C'est un espèce de cercle vertueux, quoi, où normalement, c'est épargner de la jalousie, épargner des emmerdes, des critiques qu'il y aura toujours, parce que c'est comme ça, c'est humain. C'est français, c'est humain. Et dans le monde de la chasse, c'est très prégnant aussi, donc tout cumulé, c'est sûr que j'en aurai toujours. Mais... Donc les caméras sur la tête, on continue? Ah, t'as intérêt, tu m'as bien énervé avec ça. Non, les caméras, bien sûr, même les caméras sur les armes, les caméras sur les armes, on est le seul pays au monde à les avoir interdites. Bah, on a interdit les caméras sur les armes, c'était aussi une erreur, hein. Je t'ai dit, la dernière fois, j'avais commencé une grande réponse à tout ça pour tout ce qui était shotcam, etc. On a interdit les caméras embarquées, il n'existait même pas encore la shotcam, sur des arguments qui étaient vraiment bidons. Et aujourd'hui, il existe des caméras qui sont spécialisées vraiment là-dessus, que tu oublies complètement, et qui ont un côté pédagogique qui est phénoménal. Et je me rappelle d'une séance de chasse en Suède où ils ont un niveau d'éthique, j'aime pas dire qu'ils ont une éthique supérieure, mais j'aime pas comparer les éthiques, mais ils ont une éthique très forte dans la recherche au sang, et dès qu'il y a un tir, tous les tirs sont vérifiés, etc. Et là, j'avais fait un tir sur un daim, et une personne qui fait la recherche au sang vient, et quand il voit que j'ai la shotcam, ses yeux ils sont éclaircis, son visage s'est ouvert complètement. Il dit ah génial, parce qu'on va pouvoir regarder, on va voir la réaction. Il m'a dit ça devrait être obligatoire, tu vois. Et puis moi, quand je lui ai expliqué qu'en France c'était interdit, le mec il disait mais dans quel pays vous vivez? Après moi je reste persuadé que les chasseurs, voilà, la grosse difficulté mais c'est pas lié aux caméras, c'est lié aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde peut être l'auteur d'un buzz, bon comme mauvais. Les réseaux sociaux, c'est une énorme fenêtre, c'est une vitrine. Donc du bon comme du mauvais. Donc il faut juste que les gens, les chasseurs, vu qu'on est quand même assez vilipendés, que les chasseurs soient raisonnables sur ce qu'ils mettent et qui, en termes d'autocritique, s'auto-censurent sur des choses qui ne méritent pas d'être partagées aux yeux de tous. Parce que des fois, on a l'impression d'être qu'entre nous. Il y a des choses entre nous, évidemment, qu'on accepte beaucoup plus facilement parce qu'on a les yeux et... Enfin, je veux dire, on a vécu là-dedans, mais il faut être vigilant. Des fois, c'est rien. C'est la manière d'orienter un gibier quand on l'a tué, de rendre les honneurs ou pas. Mais ça prend 5 secondes, des fois, de changer je prends un exemple tout bête, mais de rentrer la langue dans la bouche du chevreuil, essuyer un peu le sang qu'il y avait ou le changer de place parce qu'il y a une mare de sang. C'est pas juste de dire qu'il n'y a pas plus de sang, mais c'est pas une belle chose en soi. Donc autant faire attention qu'il n'y ait plus que la belle chose qui reste. Et c'est bien pour soi d'avoir une belle photo, c'est bien quand on la publie. Ça ne demande pas grand-chose, quoi. Puis c'est une marque de respect vis-à-vis de l'animal et vis-à-vis de la communauté aussi. Donc si tout le monde y met un peu du sien pour se tirer vers le haut, il ne devrait pas avoir de soucis. Moi je vois pas, je pense pas que ce soit un souci. Je pense que juste les gens, il faut qu'ils apprennent à un peu plus... plus rigoureux ou plus dans l'autocensure, voilà, c'est tout. Plus vigilant. Je pense qu'on va rester là-dessus parce que je trouve ça assez cool. Félio, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi d'avoir fait le détour par les montagnes vosgiennes. Hein. Les gens ne viennent jamais ici. Enfin, les gens ne passent jamais par ici. Ils y viennent, quoi. Donc ça me fait plaisir que tu sois venu. Ah oui, mais la Félio Room, il fallait quand même que je vois ce que c'est. Ah ouais, t'es le bienvenu. Merci.